Vous êtes sur le point d'écouter L'Argent, un podcast de 20 minutes tout à fait rentable grâce à son contenu très riche. Un reportage documentaire suivi de son débat, puis le décodage d'une psychanalyste émérite. Entrée, plat, dessert, donc avec des couverts en argent, et tout cela grâce au soutien de notre partenaire, Sofinco. Se retrouver comme ça dans un univers où il faut vraiment beaucoup travailler pour très peu d'argent, je me suis dit là, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse quelque chose de différent des autres pour que je puisse me sauver, sauver un petit peu ma peau. Sauver un petit peu ma peau. L'argent. Ah, l'argent. Alors aujourd'hui, l'argent part à la rencontre d'Élise, 40 ans. Élise qui ne se lève plus tous les matins aux aurores pour s'asseoir derrière un bureau, et pourtant Élise qui n'a jamais gagné autant d'argent. Comment fait-elle ? L'argent, c'est aussi la liberté. L'argent. Ah, l'argent. C'est aussi la liberté. Le fric, la braise, le bousouf. Je sentais tout de suite, très jeune, que pour moi, plus que pour les autres, ça allait être compliqué. Quand je suis arrivée en France, c'était assez difficile pour moi et j'avais pas un rond en fait. Grosso modo, j'avais pas un rond, j'avais une vingtaine d'années. Je me suis dit, il faut absolument que tu t'en sortes parce que c'est vrai qu'au Maroc, j'avais une vie un peu idyllique, entre guillemets. On avait des domestiques, on avait un grand jardin, on avait une grande maison. Je me suis rendu compte que la vie, c'était pas aussi facile que je pouvais le penser. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve très rapidement un emploi. Mon objectif, c'était de trouver un emploi qui soit le moins prenant possible, où je ferais le moins d'heures possible et où je gagnerais correctement ma vie. Pas de devenir riche particulièrement. Je suis pas à la recherche perpétuelle d'argent. C'est vraiment pas ça ce que je recherche. De plus être dépendante de qui que ce soit. De plus être dépendante de qui que ce soit. Du coup, je me suis dit, je vais chercher un poste en tant que secrétaire. Ma mère est allemande et je parle 4 langues, donc je me suis dit ça allait peut-être pouvoir le faire. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de demandes. Je correspondais bien au profil. J'ai été embauchée dans une banque. C'était très intéressant. J'y suis restée 6 ans. À 5h30, j'étais dehors. J'avais pas d'heures supplémentaires. J'avais pas forcément de responsabilité. C'était très basique ce que je faisais. Donc notes de frais, taper des courriers, s'occuper de ces messieurs. Je travaillais dans la salle des marchés. Ça peut être très sympa quand on est jeune. Quand on a 20 ans, 18, 19, 20, 25 ans, c'est bien. Et puis après, quand je voyais des personnes plus âgées, autour de 40, 50 ans, qui étaient encore là, je les voyais aigris, je les voyais fatigués, je les voyais triste. Un soir, il y avait le pot d'une dame justement qui était secrétaire comme moi, qui était restée toute sa vie au même poste en fait, qui avait jamais bougé, et ça m'avait fait un choc. Je me suis dit ça alors, j'ai aucune envie en fait d'être comme elle à cet âge-là. Et là, je me suis dit il faut que tu trouves des idées. Très vite, je me suis orientée vers l'immobilier. Mon premier objectif, c'était déjà d'acheter un appartement, de le meubler, de le louer autant que possible, le mieux possible. Déjà faire ça, et puis j'allais voir a posteriori ce que ça allait donner. J'ai réussi en fait à obtenir un cash flow immédiat. Mon loyer était supérieur aux mensualités que je payais à la banque. 300 €, moi qui gagnais 1200 € par mois, je me disais, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même super. D'abord, j'ai fait quelque chose que j'adore. Je trouve ça génial d'aller dénicher, découvrir des appartements en mauvais état, de négocier ensuite aussi le prix, puis ensuite d'imaginer l'appartement refait, embelli, etc. Tout ça, c'est des choses qui me passionnent. C'est merveilleux, parce que non seulement j'ai fait quelque chose qui me plaisait énormément, et puis en plus, ça me rapporte un peu d'argent. J'ai fait donc une première opération. Ensuite, je me suis dit, puisque ça marche si bien, je vais enchaîner directement la deuxième, qui s'est très bien passée aussi, et puis j'ai enchaîné sur la troisième. Sauf que mon banquier m'a dit, mademoiselle, c'est bien ce que vous faites, mais maintenant c'est fini, ça sera la dernière pour vous. Et alors là, je me suis dit, non, c'est pas possible, au contraire, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'adore faire, etc. Donc le banquier m'a dit, non, mais vu votre salaire assez bas, nous on peut pas prendre le risque de vous suivre au-delà de ce qu'on vous a déjà prêté en fait. J'étais un peu devant un mur parce que je me suis dit, non, c'est pas possible, j'étais un peu déçue. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le troisième appartement et puis je vais le revendre. Si tout se passe bien, je vais récupérer un peu d'argent. Et puis du coup, je pourrais reacheter un autre appartement et puis le chemin sera encore ouvert pour continuer dans ce domaine. Je voulais surtout pas quitter mon emploi dans le seul but de continuer à emprunter, puisque si vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez pas emprunter de l'argent.
À part mon boulot, je faisais que ça. Ça se fait pas comme ça d'une baguette magique. Tout le monde me disait autour de moi, Non mais c'est complètement irréaliste, ça ne marchera jamais. Personne n'achète un appartement pour le revendre puisque tu vas l'acheter à un prix et puis tu vas le revendre au même prix. Donc à quoi ça sert en fait? Tu perds ton temps. Et moi je me suis dit non, je tenais à mon idée, je dis Non, j'aime bien, moi je prends un truc moche, j'en fais un beau truc et le fait qu'il soit revendu beau, enfin attrayant, etc., je pense que je vais récupérer de l'argent. Et effectivement, quand j'ai fait cette première opération d'achat-revente, c'était magnifique parce que j'avais gagné quand même 40 000 euros. 3 mois de notaire, 2 mois de travaux. Sur une année, 40 000 euros. Voilà. Là, je me suis dit, je tiens peut-être un petit truc là, faut que je réfléchisse un peu à une stratégie, voilà. Tu as quelque chose qui est tout banal en fait, qui est tout con en fait, parce que tout le monde le fait ça. Tu as quand même quelque chose à raconter aux gens ou peut-être à leur transmettre quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et qui peut leur permettre d'avoir une vie un petit peu différente et peut-être un peu plus confortable, un peu plus tranquille aussi, parce que quand on a des rentes, on dort plus tranquillement. On peut aussi se permettre de se dire tiens, je vais changer de boulot ou tiens, je vais prendre quelques vacances et je sais que toute ma vie, je vais avoir de l'argent, quoi. Il y a forcément aussi des problèmes qui se greffent à tout ça. Quand vous avez qu'un appartement, ça va, mais quand vous commencez à en avoir plusieurs, c'est aussi savoir gérer un peu des emmerdes. Donc ça peut être le locataire qui ne paye pas, des problèmes par rapport à la copropriété, par rapport aux voisins, par rapport à l'appartement lui-même, par rapport aux travaux. Mais en même temps, tout ça, pour moi, c'était intéressant parce que ça permet d'apprendre aussi. Parce que si on n'a jamais d'échecs, jamais de problèmes, finalement, on n'apprend pas trop finalement le métier, quoi. J'ai un don pour valoriser un lieu, quoi, avec pas trop d'argent non plus. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, moi aussi j'ai acheté. Oui, puis t'as combien d'appartements? J'en ai 1 ou 2, 3. Voilà, ça c'est assez commun, enfin je dirais. Oui. Quand on arrive à en avoir une dizaine, déjà en peu de temps comme ça c'est beaucoup plus rare. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de blogueurs, de personnes comme ça qui ont repris un peu toutes ces idées d'achat-revente, par exemple, de plus-value, de cash-flow. Le vieux schéma de l'investisseur, c'est celui qui achète pour y vivre. Et ensuite, une fois qu'il a des économies, etc., il commence à faire des investissements. Moi, j'ai fait exactement l'inverse. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai acheté, j'ai fait des investissements immobiliers et j'ai pas acheté de résidence principale du tout. Ça dépasse mes rêves et mes espérances. Puisque moi, au début, mon objectif, c'était d'être indépendante financièrement et de gagner. Moi, je trouvais que 3 000 euros, par exemple, c'était pas mal, sans travailler. Alors que là, vous pouvez multiplier la somme par 3 ou 4. Quoi, ouais. Quand je travaillais, j'avais vraiment l'impression d'être une sorte d'esclave, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais obligée de me lever à telle heure, j'étais obligée d'être au bureau à... je sais plus combien c'est, 8h30, et si j'étais pas là à 8h40, c'était la catastrophe, il se passait un truc, donc il y a un stress. J'étais vraiment pas du tout épanouie et je me sentais pas bien du tout. L'argent que je gagne aujourd'hui, il vient vraiment d'une énergie qui vient de moi en fait. C'est de l'argent qui me correspond plus, qui est plus juste. J'ai décidé d'en profiter maintenant. J'ai été très ambitieuse quand j'étais plus jeune et maintenant je me rends compte qu'il n'y a pas plus important finalement que de profiter de l'instant présent et puis de sa vie au jour le jour. L'argent, c'est aussi la liberté, et ça tombe bien parce que la liberté de la presse vient de s'incarner autour de la table pour un débat sans contrainte ni langue de bois qui fera toute la lumière sur Élise et ses investissements. Manon. Appelez-moi Albert Londres. Et Mathieu. Je suis là pour porter le stylo dans la plaie. Alors Mathieu, qu'on comprenne bien, comment Élise gagne son argent? Élise, elle fait comme vous collectionnez les timbres, elle collectionne les appartements. En gros, elle en a acheté une quinzaine. Elle achète, elle retape, ça c'est important, elle retape, elle refait la déco de ses appartements et ensuite elle les met en location. Elle est décoratrice en fait. Elle a trouvé un moyen d'unir rémunération et passion. Sa passion c'est de décorer, elle achète des vieux immeubles, elle refait tout, la déco, du sol au plafond, ce qui lui permet de louer cet appartement plus cher qu'elle l'aurait loué avant tous ces travaux de home staging. Ce qu'on dit du home staging. Home staging. Oui. Elle s'est constituée ce parc immobilier en combien de temps? En une dizaine d'années. Alors il y a quelque chose que Olivier, le négociateur fou, dit également dans son témoignage, c'est cette histoire de premier achat où il n'y a pas besoin d'argent du tout. Oui, alors c'est ce qu'ils disent. Ils disent que on pouvait, en fut un temps, je pense que c'est
plus difficile aujourd'hui, mais acheter un appartement en se faisant prêter la totalité de la somme. En tout cas, si tu regardes les vidéos d'Olivier Seban sur YouTube, manifestement, on peut encore faire ça. Avec 2 euros, il a aidé un jeune homme à acheter un appartement. 2 euros. Ce qui est très intéressant avec Élise, c'est qu'elle a réussi à s'échapper de sa condition. En fait, c'est là où, Vincent, vous parliez de liberté, on est en plein dans la liberté. Sa vie était écrite pour qu'elle soit secrétaire. Elle était dans cette espèce de train-train de devoir se lever à 8h tous les matins et de rentrer tous les soirs à 17h30 ou 18h chez elle. Et tout d'un coup, elle s'est dit, mais en fait, je veux pas faire ça. Et les mots, ils sont hyper forts. Sauver ma peau, elle dit ça, elle dit, il fallait que je sauve ma peau, etc. Et elle a réussi, par l'argent, à s'extraire de sa condition. Et c'est un sujet qu'on n'avait pas vraiment abordé avec les autres témoins et les autres personnages. Elle a été élevée ailleurs qu'en France. Et elle était de quel milieu, du coup? Alors, elle a grandi au Maroc, et au Maroc, ses parents avaient une vie assez confortable, c'est-à-dire qu'elle avait un grand jardin, une grande maison, des domestiques à la maison pour les aider dans le quotidien, et que tout d'un coup, sa famille est revenue en France, elle a débarqué en France, et elle a perdu totalement ce confort de vie, quoi. On a beaucoup de témoins dans nos podcasts sur l'argent qui finalement vont contre leur enfance. Alors qu'Élise veut retrouver sa liberté d'enfance. De ce témoignage ressort quelque chose de très positif. Il y a un retour à l'enfance. Par son activité, il y a un retour à l'enfance, à la liberté qu'elle avait avant. Et d'ailleurs, elle investit à Barcelone. Donc elle fait en fait des sauts de puce entre Paris et Barcelone. Et je pense qu'elle retrouve aussi cette liberté dans les mouvements. Et quand on a voulu la rencontrer, on avait fixé un créneau qu'on a dû décaler parce qu'elle a dit je serai peut-être à Barcelone. Et finalement, elle n'y est pas allée. Donc finalement, on a pu la voir. Il y a un côté comme ça de toujours pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Ça marche très bien dans son affaire. Alors ça marche très bien et ça a été justement le piège. Alors Élise, quand on l'a rencontrée, elle avait encore une société de conseil, Élise Franck Conseil, et son but c'était en fait d'aider les gens à faire comme elle, c'est-à-dire acheter des appartements pas très chers, les retaper et les mettre en location. Et elle s'est rendue compte qu'elle retombait dans un schéma de salariat et que son temps était à nouveau bouffé par son travail. Donc elle l'a arrêté, ou elle va arrêter, en tout cas quand elle l'a rencontrée c'était imminent, elle allait arrêter. Parce qu'enfin, elle veut profiter de son argent. Et ça, on retombe encore une fois sur ce qu'on dit souvent à ce micro, c'est que les gens parfois gagnent de l'argent, mais n'ont pas projeté ce qu'ils allaient en faire. Et Élise s'est toujours dit, je ferai mon super voyage. Et donc je lui ai demandé, ce voyage, vous l'avez fait? Elle ne l'avait pas encore fait. Elle a cette force, cette volonté de s'extraire de sa condition, et pourtant, elle n'a pas la force d'aller au bout et de dépenser son argent pour réaliser son rêve. Et qu'en pense notre psy? Notre amie Marie-Claude. Oui. Marie-Claude François Laugier. Exactement, qu'est-ce qu'elle en pense? Eh bien, on va l'entendre. On va peut-être préciser avant que Marie-Claude François Laugier a écrit un livre qui nous intéresse particulièrement et qui s'appelle Comment régler ses comptes avec l'argent. Et que Marie-Claude, sa spécialité, c'est d'étudier les comportements liés à l'argent. Et elle nous explique justement ce lien entre la liberté et l'argent. On l'écoute. Allô? Let's make some money. Marie-Claude François Laugier, bonjour. Bonjour. Marie-Claude, il y a une formule que je retiens qui résume beaucoup de choses dans le témoignage d'Élise, c'est sortir de l'ordinaire. Alors, elle veut fuir, elle considère que le salariat, donc la dépendance, d'être obligée de vendre son temps et ses compétences pour vivre quotidiennement, c'est un esclavage. C'est un esclavage et on peut en mourir. C'est très fort chez elle. Hein. Elle avait une vie agréable au Maroc, dans un pays ensoleillé. Ici, probablement, elle s'est retrouvée enfermée, en plus dans une salle de marché, très sombre. Donc, elle voulait s'en extraire. Il y a aussi un souci de liberté, mais un souci de liberté avec une sécurité financière. Une pelote qui permet d'échapper, justement, au salariat et à la prison. Enfin, chez elle, c'est très, très fort. On peut en mourir. Il y a un risque mortifère là-dedans. Et chez elle, il y a l'argent qu'elle gagnait en tant que salariée, qui Oui. l'enfermait, Oui. et il y a l'argent qu'elle gagne en tant que marchande de biens, on va dire, Oui. Qui la symbolise libère. liberté. Donc c'est-à-dire que chez Élise, à quelques années d'écart, il y a l'argent qui enferme et l'argent qui libère. Voilà. Elle le sépare très bien. Hein. Elle regrette d'ailleurs dans un pot de départ de voir ses collègues de 40-50 ans usés, fatigués, aigris, anxieuses, déprimées. Et elle ne veut pas être comme ça. Donc elle cherche par tous les moyens la façon de se sortir de ce carcan et de devenir une femme libre et sans souci économique. Ce qu'elle dit avoir acquis. La rente, c'était le rêve, mais qu'elle a atteint. Elle est assez frappante, cette femme. Je ne sais pas si elle s'est entourée de conseils, mais en tout cas, elle a admirablement réussi à atteindre ses objectifs de liberté. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait de sa liberté de temps,
Peut-être se consacre-t-elle maintenant à d'autres choses que d'avoir systématiquement créé un capital. Ça, c'est très intéressant, la question que vous posez sur ce qu'elle fait de son temps. Oui. Parce qu'elle le dit elle-même, elle a reproduit quelque part le schéma dans lequel elle s'était enfermée avec le salariat. C'est-à-dire qu'elle a créé une société de conseil qu'elle s'apprête à fermer parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle reproduisait le schéma qu'elle avait voulu quitter. Et du coup, ça pose une question. Est-ce que vous connaissez, Marie-Claude, quelqu'un qui a à la fois de l'argent et à la fois du temps ? C'est-à-dire parce que souvent, quand on a du temps, c'est qu'on n'a pas de travail, donc on n'a pas d'argent. Et quand on a de l'argent, c'est qu'on a un travail et qu'on n'a pas le temps de le dépenser. Est-ce que c'est possible d'allier les deux ? Ça dépend de ce qu'on appelle l'argent. Est-ce que ce sont des revenus mensuels très élevés et ou du capital qui permet de vivre justement des revenus de son capital ? Bon, moi je connais des gens effectivement qui ont de l'argent et du temps libre. Ce sont souvent soit ceux qui ont eu des salaires très importants pendant des années et qui ont pu capitaliser ces salaires, soit des gens, je suis désolée de le dire, mais qui ont eu des héritages. Bon, et un coup de pouce au départ. Et les gens qui ont beaucoup de temps libre, ce sont en général les gens qui ont eu un apport au départ. Un apport familial, parental, une chance, n'importe quoi. Et quelquefois, les gens qui ont trop de temps libre ou trop d'argent facile par la rente ne savent pas comment utiliser leur temps et l'utilisent assez mal. Alors quelquefois ils claquent, ils dépensent, mais quelquefois aussi ils sombrent dans les dépressions parce qu'ils ne savent pas utiliser la merveille qui est d'avoir du temps libre, ou ils ne l'ont pas préparé. Élise emploie une formule, et on a besoin de vos lumières pour comprendre cette formule. Elle dit « L'argent que je gagne aujourd'hui me semble plus juste ». C'est quoi de l'argent juste ? Bon, elle trouve qu'il y a une injustice, au départ, à devoir gagner de l'argent pour son quotidien par le salariat. Donc ça, ce n'est pas juste, c'est injuste. C'est tu gagneras de l'argent à la sueur de ton front, et ça, elle trouve que c'est un mauvais système. Tandis que ce qu'elle a, elle, fait par elle-même dans un vrai travail d'ailleurs, en dehors de ses heures de salariat, elle considère que c'est plus juste d'avoir accumulé de l'argent parce qu'elle n'a pas dépendu des autres, elle l'a fait soi-même, elle s'est donné une valeur à elle-même. Donc c'est plus juste que de vendre ses talents. Elle a de vrais talents pour faire une fortune dans l'immobilier. C'est plus juste que de vendre son talent à un employeur. C'est comme ça qu'elle le vit. Donc c'est plus juste, c'est plus équitable. Elle répare une sorte d'injustice qu'elle ressentait dans l'obligation de travailler dans le salariat. C'est très fort chez elle. C'est la dépendance à la hiérarchie et au code des salaires. Elle trouve que c'est plus juste parce qu'elle l'a fait elle-même. Mais peut-être au détriment d'une autre vie. Ça, je ne sais pas. Elle ne le dit pas. Pour conclure, sans jugement sur Élise, est-ce qu'elle a trouvé une forme de bonheur avec l'argent ? Alors moi, je veux pas noircir le tableau. Je veux pas apporter de la petite zone d'ombre, parce qu'effectivement... Mais tu commences à le faire. Mais je vais le faire quand même, parce que je suis un peu là pour casser l'ambiance quand même. Oui. Gérer 10 appartes, gérer 10 locataires, il y a quelques emmerdes à régler, des petits trucs, parfois une fuite, etc. Donc il faut réussir à diviser son cerveau en 10 parties, plus une autre partie qui va consister à encore chercher des nouveaux appartements. Là, Élise était sur un coup à Barcelone, donc elle nous racontait ça avec beaucoup de rire, mais c'est quand même c'est un peu exigeant, quoi. C'est encore une fois de l'argent qu'on gagne. C'est de l'argent qu'elle gagne. Et d'ailleurs, elle n'aime pas trop le terme rentière. Elle le garde parce qu'elle sait que c'est un peu vendeur, ça fait un peu rêver. Mais oui, c'est de l'argent qu'elle gagne. Parce que quand vous l'avez trouvé, c'était sous l'intitulé de rentière. Oui. En fait, elle a écrit aussi un livre, Comment je suis devenue rentière en 4 ans. Et quand elle nous en parle, on sent qu'il y a un petit coup éditorial en titrant comme ça, mais qu'elle n'assume pas totalement le mot rentière, comme elle n'assume pas dans son livre de dire qu'il vaut mieux louer meublé, parce que quand on loue meublé, les locataires changent plus souvent, et que quand on change de bail, on peut augmenter le loyer. Alors c'était avant l'encadrement des loyers dans certaines zones sous tension, mais... Donc voilà, il y a des petits trucs où elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de gagner sa liberté, et je pense que c'est pour ça qu'elle va aussi lever le pied sur le côté conseil aux autres. Quand quelqu'un montre une entreprise et qui commence à gagner beaucoup d'argent avec son entreprise, on lui dit pas qu'il est rentier. Non, et c'est pour ça que Élise, elle dit attention au terme rentière. On n'est pas totalement dans un truc où sans rien faire, les doigts de pied en éventail, ça tombe, ça s'empile tous les mois. Eh ben merci, on se retrouve tous dans mon nouvel appartement demain. J'apporterai le champagne. Mathieu, Crémaillère. à tout de suite dans un autre épisode de L'argent. En partenariat avec Sofinco.
l'argent. Le fric, la braise, le bousouf,